Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous finissons presque notre parcours par la moitié nord du Portugal, et aujourd'hui nous visiterons Fatima, l'un des lieux de pèlerinage chrétien les plus célèbres du monde, pour ensuite nous déplacer dans notre dernière visite, à la ville médiévale de Castelo de Vide. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. À 130 km au nord de Lisbonne, se trouve Fatima, où chaque année, 6 millions de personnes arrivent à son célèbre et grand sanctuaire. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez de plusieurs parkings spacieux et gratuits, avec même une zone de nuit pour les autocaravanes, et qui se trouve juste à côté du sanctuaire. L'histoire de cet endroit commence le 13 mai 1917, lorsque trois pasteurs appelés Lucia, Francisco et Jacinta de 10, 9 et 7 ans respectivement, leur apparut la Vierge dans le petit village de Cova de Iria. Au total, 6 apparitions supposées de la Vierge Marie seraient faites, produisant dans la dernière apparition le soi-disant miracle du soleil. Ce jour-là, 70 000 témoins ont affirmé voir le soleil tourner et émettre des couleurs vibrantes. Ce fut le déclencheur pour que l'Église catholique reconnaisse le lieu, et avec le temps s'est développé tout le complexe religieux qui peut être visité aujourd'hui, présidé par la basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. À l'intérieur de la basilique de style néo-baroque, dans laquelle se trouve sa tour de plus de 60 mètres de haut, finie par une croix de bronze de 7 tonnes, se trouve la sépulture des trois pasteurs. 200 colonnes et 15 autels dédiés aux 15 mystères de Fatima ornent l'intérieur de la basilique. À l'extérieur de la basilique, face à la grande place, on trouve la columnata, composée de 200 colonnes, où on peut voir les images de plusieurs saints portugais et 14 autels intercalés. Sans aucun doute, surprend la grande taille de la place, appelée le enceinte de prière, construite dans une taille imposante, en raison de la quantité de fidèles qui se réunissaient certaines dates de l'année, surtout entre mai et septembre. Sur un côté de l'esplanade se trouve la chapelle des apparitions, construite en 1919, juste au même endroit où les pasteurs ont assisté aux célèbres apparitions mariales, détruites par une bombe en 1922, et reconstruite peu de temps après. Actuellement, elle est recouverte d'une grande porche et d'un grand nombre de sièges, où les pèlerins peuvent prier après leur pèlerinage à Fatima, qui se termine justement à cet endroit. Au centre du parc, nous pouvons également voir la statue du Sacré-Cœur de Jésus, une statue en bronze, qui se trouve sur le lieu où les forages ont été effectués afin de trouver de l'eau pour répondre aux besoins des pèlerins. De l'autre côté de l'esplanade, construite dans le style le plus moderne, nous trouvons la basilique de la Sainte Trinité, qui est la 4e plus grande église chrétienne du monde, avec une capacité proche de 9000 personnes. En plus de sa capacité, il surprend par sa forme circulaire, avec 125 mètres de diamètre et 100 supports intermédiaires, et une hauteur de plus de 20 mètres. Et dans cet endroit impressionnant, nous finissons notre visite à Fatima, même si nous pouvons également nous déplacer jusqu'au petit village d'Aljustrel, où se trouvent les maisons dans lesquelles vivaient les trois pasteurs, et qui aujourd'hui est devenu un grand marché, avec des magasins de toutes sortes liés aux apparitions. Castelo de Vide a environ 3000 habitants,
et est situé à seulement 25 km de la frontière avec l'Espagne. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez de plusieurs parkings spacieux et gratuits, y compris un parking pour autocaravanes, tous situés très près du centre historique. Le nom de Château de Vide vient de l'existence d'une ancienne grande vigne dans les environs de ce qui est aujourd'hui le village. Son nom au début était Terra de Vide, il est ensuite devenu Villa de Vide. Avec la construction de la forteresse, il a atteint son nom définitif de Castlo de Vide. Au centre de la ville, nous trouvons la grande place de Pierre V, où, en dehors de l'office de tourisme, nous rencontrons la mairie et l'église de Santa Maria da Devsa, qui a ses origines dans un petit temple construit en 1311, dont il ne reste que quelques boucliers et des briques, datant de la église actuelle du XIXe siècle, dans un mélange de style baroque et néoclassique. Sur la place se trouve la statue du roi Pierre V, un monarque qui a réalisé une modernisation radicale de l'État portugais et de ses infrastructures, en construisant des routes, des télégraphes et des chemins de fer, ainsi que des améliorations de la santé publique. Depuis la place, nous entrons dans le soi-disant quartier gothique, avec des rues étroites et pointues de pierre, entourées de maisons de façades blanches et de balcons aux fleurs. Nous continuons à monter et à gagner de l'altitude, et avec cela de meilleurs panoramas du Castlo de Vide, en arrivant en peu de temps au château, construit par l'ordre du roi Don Dini et son frère Alphonse entre 1280 et 1365, et dans lequel se distingue en premier lieu sa grande tour d'hommage. L'entrée du château est libre et gratuite, et nous y trouvons deux musées, le centre d'interprétation du mégalithisme, qui explique l'histoire, l'emplacement et la particularité des mégalithes de l'Alentejo, et le musée d'histoire et d'architecture militaire, avec des pièces historiques militaires, et l'exposition des rois qui ont passé par le château entre les XIIe et XIXe siècles. Nous accédons au château par la porte où a existé le Barbacane jusqu'aux cours centrales, la cour d'Alcasova, entourée de différentes dépendances du château, et depuis lequel nous aurons accès aux deux musées. De la cour, nous avons également accès à la tour de l'hommage, qui nous offre une magnifique vue panoramique sur le château de Vide et son environnement. La tour de l'hommage a été détruite à la suite d'une explosion en 1705, lorsqu'elle a été occupée par les Espagnols, et a été endommagée en 1755 à cause d'un tremblement de terre, puis reconstruite après plusieurs interventions en 1978. Depuis le château et à l'intérieur du récent rempart, nous accédons au Burgo médiéval, qui est le noyau original de la ville. Nous vous recommandons de vous promener tranquillement dans le Burgo médiéval, dans lequel vous profiterez d'un voyage dans le passé, en parcourant de charmantes et étroites rues médiévales, en trouvant des coins charmants, tels que la Rua do Forno, qui a reçu plusieurs prix pour être la plus belle rue fleurie.
Dans la promenade à travers le Burgo médiéval, nous trouvons la petite église de Notre-Dame de la Joie, un petit temple du XVIIIe siècle, orné de carreaux. Dans le Burgo médiéval aussi, nous trouvons plusieurs maisons seigneuriales, comme la Casa dos Matos, où en 1282 le roi Labrador a reçu les ambassadeurs d'Aragon qui sont venus ratifier le contrat matrimonial entre le roi Dondini et la princesse aragonaise Doña Isabel. En sortant de la récente muraille, nous entrons dans le quartier juif, l'une des plus anciennes et importantes d'Europe, ayant son moment de splendeur maximale entre 1492, lorsque les rois catholiques expulsèrent les Juifs de Castille, et 1497 quand le roi Pierre les expulsa aussi des terres portugaises. Dans ces rues qui conservent l'intrigue médiévale, dans beaucoup de maisons on peut encore voir des symboles et des inscriptions de l'époque, et dans l'une de ces rues on trouve la synagogue, devenue aujourd'hui musée, pour faire connaître un peu plus la vie des Juifs. Sur une petite place, nous trouvons la Fonte d'Avila, une fontaine de granit avec 6 colonnes de marbre, construite au XVe siècle et classée bien d'intérêt public, et dans laquelle nous terminons notre visite à Castelo de Vide, avant d'entreprendre le lendemain notre retour en Espagne.